Écoutez, bonjour messieurs. Nous allons donc parler aujourd'hui de small et mid cap et pour Patrimoine 24. Donc j'ai le plaisir de recevoir John Dubarbier de Janus Henderson qui va nous présenter à tout petit peu cette société qu'en France on connaît peut-être un peu moins, de Quentin O'Haraud de Eleva Capital et Don Fitzgerald de DNCA, qui est effectivement une maison un peu plus connue. Donc, on va reparler des small et mid. Alors, historiquement, effectivement, les small et mid, c'est souvent plus performant que les grandes caps sur le long terme. Là, depuis quelques temps, ça a l'air un peu plus compliqué. Donc, je voudrais revenir avec vous, peut-être Quentin, sur cette peut-être problématique du moment, et puis nous repositionner peut-être Eleva dans cet univers. Oui, bien sûr. Alors, Eleva Capital, d'abord pour présenter la société, c'est une société indépendante qui a été fondée en 2014 par Eric Bendao et qui fait aujourd'hui à peu près 10 milliards d'euros d'encours, qui a démarré en 2018 une stratégie de diversification d'activités et qui a embarqué une équipe de petites et moyennes valeurs européennes, dont je fais partie évidemment, et qui aujourd'hui gère le fonds Eleva Leaders, petites et moyennes valeurs européennes, dont je peux vous parler effectivement aujourd'hui. En termes de thématiques d'investissement sur les petites et moyennes valeurs, comme vous le disiez, c'est un petit peu compliqué depuis quelques temps. Ce qui s'est passé en 2022, on pense, c'est une problématique de secteur avec des surpondérations et des sous-pondérations qui étaient plus ou moins favorables ou en l'occurrence défavorables à la classe d'actifs, puisque vous avez notamment une surpondération des valeurs industrielles qui sont les premières impactées en cas de crainte sur le cycle économique, ou à l'inverse, qui sont les premières à bénéficier d'un rebond de l'activité économique, notamment en Europe. Et à l'inverse, on a sur les petites et moyennes valeurs par rapport aux grandes valeurs une sous-pondération des valeurs énergétiques, qui ont évidemment été les grandes bénéficiaires de 2022, et une sous-pondération des valeurs plus défensives, notamment dans la santé, avec plutôt des valeurs big pharma qui ont bien résisté, alors que les petites sociétés medtech, biotech ont fortement souffert en 2022. Alors, merci pour ce petit rappel de 2022. John, qui est Janus Henderson et puis comment vous vous positionnez sur cet univers? Oui, bonjour. Oui, alors je vais resituer un petit peu Janus Henderson, qui est sûrement un petit peu moins connu que DNCA et Eleva aujourd'hui sur le marché français. Alors, nous sommes en fait une société de gestion d'actifs internationale qui est née réellement en 2017 de la fusion entre l'américain Janus et l'anglais Henderson. On gère aujourd'hui 287 milliards de dollars sur différentes stratégies qui vont des actions aux obligations, gestion diversifiée alternative, uniquement de la gestion active, uniquement sur des actifs cotés. En France, les investissements de nos clients, de nos partenaires représentent environ 2 milliards d'euros. Et si je devais, ce que j'essaye de faire généralement, définir de manière un petit peu synthétique notre approche, je dirais que nous avons un fonctionnement en multiboutique intégré. J'entends par là que nos équipes d'investissement sont indépendantes dans leur gestion, puisqu'elles se basent uniquement sur leurs convictions et une source de recherche globale et partagée au sein de la société. Vous n'aurez jamais la vue maison de Janus Henderson, mais plutôt les convictions et les positionnements de chacun de nos gérants. Sur les small caps européennes, qui est le sujet qui nous réunit aujourd'hui, l'équipe est dirigée par Oli Beckett depuis Londres, et nous gérons environ 1 milliard d'euros, notamment au travers de notre flagship, le Janus Henderson Pan-European Smaller Companies. J'y reviendrai au fur et à mesure de nos échanges, mais on a une approche un petit peu différenciante puisqu'on essaye d'investir sur l'ensemble du cycle économique des entreprises, qui nous différencie un tout petit peu, puisque sur une classe d'actifs qui généralement est très orientée croissance, nous, on a un positionnement un petit peu plus blend, puisqu'on investit aussi sur des valeurs qui ont un positionnement plus value. 2022, c'est vrai que ça a été une année compliquée pour la classe d'actifs. Je pense qu'il est quand même important de préciser, de prendre un petit peu de recul par rapport à cette année-là et de le mettre en perspective avec les années précédentes, puisque en 2021, la classe d'actifs performe à hauteur de 23%, 7% en 2020, si je regarde les indices, et 29%, près de 30% en 2019. Donc, il faut regarder un petit peu
a toujours tendance à oublier l'horizon d'investissement sur ce type de positionnement. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas occulter que, comme on vient de l'évoquer, 2022 a été une année compliquée, avec différentes phases quand même qu'il faut identifier, puisqu'on a eu un début d'année positif dans la continuité de 2021 et d'une reprise post-Covid, puis un effondrement global des marchés avec 2 points qui ont été importants sans refaire un topo global sur l'année, c'est l'inflation et la crise énergétique. On a pu noter que la plupart des entreprises ont enregistré une croissance importante sur leur chiffre d'affaires avec une augmentation des prix, mais l'inflation des coûts et les perturbations concernant notamment l'approvisionnement ont exercé des pressions importantes sur les marges bénéficiaires des entreprises. Et en parallèle, l'inflation qui était de plus en plus importante a également eu un impact négatif sur le budget des ménages, ce qui a entraîné une baisse de morale au niveau consommation et une stagnation ou même une diminution des ventes au détail. Tout ça a bien sûr pesé sur la classe d'actifs jusqu'à la fin de l'été, je dirais, où finalement, on a vu que le marché a bénéficié d'un soutien un petit peu plus important de la part des investisseurs qui ont pris en compte différents facteurs, notamment. D'abord, la décote qui a été la conséquence de ces événements-là sur les titres du marché européen, la vigueur du dollar qui soutient en fait les bénéfices de certaines multinationales européennes et fait des actifs européens des cibles relativement attrayantes, et puis le fait que l'Europe pouvait potentiellement bénéficier de manière assez importante de la réouverture potentielle de la Chine après le blocage de la Covid. Donc, chez nous, chez Janus Henderson, on a une approche, comme je le disais, assez flexible de l'investissement sur la caisse d'actifs. Et du coup, on a pu avoir finalement un fonds qui a assez bien résisté sur cette période-là. Encore une fois, en relatif, puisque si ça reste une année difficile où on est au-delà de 20% de pertes négatives sur l'année, nous, notre fonds a réussi à rendre une copie je dirais pas trop mauvaise, si je peux dire, à hauteur de moins 15% sur l'année, soit 7,5% au-delà de l'indice de référence. Parfait. Merci. Don, bon, on ne va pas présenter DNCA, je crois que ce n'est pas nécessaire, vous êtes bien installé depuis très longtemps. Est-ce que vous pouvez nous parler comment vous avez géré cette année 2022? Peut-être juste un mot sur l'équipe Small Mid Cap DNCA. On gère trois stratégies principales. D'abord, en fonds DNCA Action Euro PEA PME. Deuxièmement, en fonds Action Euro, DNCA Small Mid Cap Euro. Et après, DNCA Archer Mid Cap Europe, qui est un fonds qu'on a créé en 2016, qui est pan-européen. Et ensemble, ça fait une totale autour de 1,3 milliard d'actifs sous gestion. Sur l'année 2022, je suis assez d'accord avec ce qui était dit par les autres interlocuteurs. Je pense 2-3 points juste à ajuster. C'est le small mid en Europe, c'est quand même un peu domestique. Donc, on avait des craintes sur la crise ukrainienne, les crises énergétiques, qui étaient certainement valables, mais je pense un peu exagérées, surtout quand l'année a continué. C'est créé de sorties d'actifs l'action européenne et le small mid a souffert. Je pense que ces craintes ont été exagérées et ne sont plus valables vraiment. En fait, les crises énergétiques étaient évitées ou en tout cas décalées. Donc, ce n'est pas une question aujourd'hui. Je pense que l'économie européenne est plutôt bien sortie en relative. Et le consommateur, même s'il était sous pression, le gouvernement, les États ont plutôt soutenu au maximum. Il y a certains risques politiques aussi l'année dernière autour de l'Italie, autour de le Brexit, je pense qu'ils sont se calmer pas mal. Donc, tous ces événements un peu négatifs sur l'Europe, sur le small mid en particulier, sont de moins en moins valables. Donc, la sous-performance qu'on a vue sur le small mid entre janvier et septembre, parce que c'était la pire année calendrier sur le small mid depuis, je pense, 98. C'est une année où la France a gagné la Coupe du Monde en football.
c'est assez. Donc, mais c'est donc tout ça, je pense, c'est un peu derrière nous. Et on voit aussi dans le collecte ou le décollecte, le décollecte est très fort dans les premiers 3 trimestres. Depuis septembre, ça s'est calmé. En fait, c'est plutôt neutre, à mon avis. Il est pas, je ne veux pas en train de dire c'est très positif, mais c'est plutôt neutre. Et la performance relative aussi de small versus large en Europe, il est assez équilibré. Donc, le sous-performance qu'on a vu était fait dans les premiers 9 mois de l'année. Et depuis longtemps, depuis 6 mois, on a, je pense, trouvé un plancher relatif entre small versus large en Europe. Nous, sur le fond, comment on a géré l'année 2022, c'est en fond, je parle surtout maintenant de fonds DNC Archer Midcap Europe. C'est en fond qu'on cherche de sociétés qui créent de valeur. Donc, la création de valeur, ça peut venir de la croissance de chiffre d'affaires, mais c'est aussi très bien venir de la mission de la marge, du changement de périmètre, d'une évolution positive comme ça. Et ce n'est pas forcément la qualité ou la création de valeur qui est très bien identifiée par les autres investisseurs. La même chose, on cherche un minimum de qualité, puisqu'on investisse, mais encore une fois, pas la société très identifiée, très mise en avant par tout le monde, où la qualité est très visible, plutôt la société où la qualité est en train de s'améliorer et quand on essaie d'arriver un petit peu avant le fou, devant les autres, pour capturer l'alpha. Et quelque chose qui nous a aidé, je pense, l'année dernière, c'est que depuis création de fonds, on est toujours discipliné ou assez conscient de valorisation. Donc, ça fait partie de notre ADN. Ça nous a aidé en 2022. Et je pense que c'est de plus en plus important parce qu'on trouve encore pas mal de small mid. Ils sont encore sur la partie croissance, un petit peu cher. Donc, je pense que c'est de plus en plus important. Les dividendes sont importants aussi dans l'élément en vie aujourd'hui. Donc, on va rester avec cette même approche, une approche un peu core, un peu blend. Et c'est la même approche qu'on va suivre pour 2023. Ok, très bien. On va donc embrayer avec 2023, où effectivement, là, on connaît une situation un peu difficile. Quentin, 2023, ça s'annonce un peu plus compliqué que prévu, non? Alors, c'est vrai que donc la sortie, on va dire, ce qu'on appelle l'exit rate, donc la tendance de fin d'année 2022 était plutôt positive puisque on avait en fait plutôt atteint un plancher dans les perspectives de croissance en Europe. Comme le disait Don, donc les petites et moyennes valeurs sont plutôt domestiques. Donc, quand on atteint voilà des perspectives de croissance de PIB qui s'améliorent, bah, ça a tendance à favoriser la classe d'actifs. Et c'est vrai que sur le dernier trimestre 2022 et sur le tout début de l'année 2023, on avait retrouvé un peu de surperformance des petites et moyennes valeurs par rapport aux grandes valeurs. Maintenant, les quelques dernières semaines, notamment sur le mois de mars, avec les problématiques bancaires aux États-Unis, mais aussi un peu en Europe, viennent un peu chambouler nos perspectives de début d'année, puisque en début d'année, on se positionnait plutôt sur voilà un environnement qui était plutôt favorable à une classe d'actifs un peu plus cyclique, que sont les petites et moyennes valeurs, avec en fait les perspectives de récession qui se décalent un peu dans le temps. Une inflation qui voilà montrait peut-être des premiers signes d'accalmie et donc des banques centrales qui allaient être peut-être un peu moins pressées d'augmenter les taux et donc là pareil arriver sur une politique monétaire un peu plus accommodante à un certain moment, donc peut-être un environnement qui redevenait très favorable pour la classe d'actifs. Là, c'est vrai que le positionnement qu'on va avoir actuellement revient sur un positionnement un peu plus équilibré entre les valeurs cycliques et les valeurs défensives. Chez Eleva, on va utiliser ce qu'on appelle l'Eleva Capital Index, donc qui est un indicateur propriétaire qui a été développé par Eric Bendaran et que toute l'équipe de gestion utilise, qui nous permet justement de naviguer dans les marchés et de se dire, voilà, est-ce qu'on veut plutôt être exposé à des sociétés cycliques ou à des sociétés défensives? Aujourd'hui, on a plutôt tendance à être assez équilibré entre les deux, à favoriser la diversification. Et c'est vrai que l'environnement bancaire qu'on connaît sur les dernières semaines nous pousse encore plus à être vigilants sur
voilà, ce qui a été dit jusqu'à présent, à savoir les valorisations par rapport à l'environnement de taux, mais aussi les sociétés qui vont avoir des bilans de grande qualité parce qu'elles sont soit en position de cash net, soit elles ont des bilans qui sont peu endettés, des échéances financières qui sont plutôt à moyen terme, donc pas de pression sur les conditions financières, et des sociétés qui vont pouvoir délivrer des perspectives de croissance bénéficiaire plutôt visibles, en tout cas pour 2023 et sur le court et moyen terme. Parfait. John, 2023, c'est un peu compliqué, non? Bah, pas tant que ça, je vais dire. Il faut garder un petit peu de positif et de vision optimiste là-dedans. Il y a pas mal d'éléments qui ont été déjà évoqués. Don parlait tout à l'heure de l'analyse et de l'importance de la qualité des valeurs, mais peut-être pas la qualité visible. Faut bien voir qu'on est sur, c'est un petit peu l'intérêt aussi de passer avec des gérants experts sur ce type de stratégie. On est sur une classe d'actifs qui est moins couverte par les analystes, par le marché, donc qui peut offrir parfois des opportunités un petit peu cachées. La qualité des valeurs, le bilan sain et l'endettement relativement faible des entreprises va être un point important à observer. On pense qu'on rentre dans une phase où le stock picking redevient très important entre ce qu'on va appeler les winners et les losers dans un marché un petit peu moins supporté et porté par des autorités conciliantes et des capacités et des accès au financement, je dirais, ouverts et excessivement larges. Il y a un point qui a été évoqué également, c'est le niveau des dividendes qui est relativement intéressant aujourd'hui. C'est pas forcément une classe d'actifs sur lequel on pense à cette caractéristique-là, mais là aussi on peut trouver beaucoup d'opportunités. Je rejoins également les points qui a été évoqués, c'est la diversification. Alors c'est vrai que nous, ça correspond à notre ADN, à notre approche assez globale, hein, d'avoir à la fois des valeurs de croissance et des valeurs value. Je le reprécise, on essaye de travailler sur l'ensemble du cycle économique de ces sociétés parce qu'on pense que les opportunités peuvent se trouver partout. On essaie d'être agnostique dans notre sélection. Ça, c'est sur les valeurs qu'on va aller chercher. Mais d'un point de vue un petit peu global, là aussi, je pense que malgré les bruits qu'on peut voir, et notamment les bruits qu'on a vus ces dernières semaines avec les annonces qui ont été faites et les événements qui ont eu lieu sur les bancaires, notamment, que ce soit aux US ou en Europe, il faut bien voir que structurellement, la classe d'actifs sur le long terme, c'est une classe d'actifs qui est plus performante, qui offre plus de possibilités que les large caps. Je répète des choses assez évidentes, mais c'est aussi parfois simple et évident que l'effet de base en mathématiques. Quand vous partez d'un niveau plus bas, votre potentiel de croissance, il est plus important. Et si on regarde, on prend un peu de recul, on regarde l'historique, les 3/4 du temps sur les 20 dernières années, depuis le début du siècle, la croissance des bénéfices est supérieure pour les petites capitalisations. Aujourd'hui, le niveau d'endettement est plus faible sur les small caps que sur les large caps. Et puis, on est sur des niveaux de valorisation intéressants. Donc, on pense que le momentum est assez intéressant. Si on regarde aussi les performances de ces 20 dernières années, on constate que la plupart du temps, les marchés en année calendaire sont favorables aux small cap. Je dirais les 3/4 du temps sont favorables aux small cap par rapport aux large cap. Et finalement, on a eu ces 2 dernières années où ce n'a pas été le cas, où en 2021 et 2022, les large caps ont surperformé. On avait déjà eu le cas, et c'était la seule fois, en 2007-2008, avec 2 années de surperformance des large caps. Et c'est les 2 années qui ont suivi, 2009 et 2010, qui ont été les plus intéressantes, encore une fois en relatif pour les small caps par rapport aux large caps, puisqu'on fait plus 27% et plus 20% quasiment versus les large caps sur ces périodes-là. Donc, encore une fois, sur le long terme, on pense qu'il y a de l'intérêt. Le momentum nous semble malgré tout intéressant en sortant un petit peu de la problématique des bruits court terme qu'il peut y avoir. Et puis, il y a des indicateurs de marché qu'on aime bien observer, notamment l'indice PMI. Alors, l'indice PMI, pour rappel, c'est l'indicateur économique qui mesure la santé des secteurs de l'industrie manufacturière et des services en s'appuyant sur
échanges avec les directeurs d'achat des entreprises, qui est notamment utilisé pour identifier les points d'inflexion des cycles économiques, parce qu'il peut signaler le début ou la fin des expansions ou des contractions économiques. On sait que les petites capitalisations, en général, surperforment en début de reprise économique, en début de cycle, parce qu'elles disposent de plus grandes marges de croissance, elles peuvent bénéficier de l'amélioration de la conjoncture, et puis elles ont plus de mal, par contre, à résister en fin de période lorsqu'il y a un ralentissement économique. Le niveau moyen étant à peu près à 50, on voit que ces derniers temps, le PMI est remonté. On est sur un niveau à peu près de 48,5. Alors, c'est des éléments techniques, hein, mais qui traduisent un niveau d'activité économique et puis qui influencent aussi les investisseurs. On sait qu'on est sur des marchés de flux et donc on pense qu'on peut avoir aussi un nouvel attrait des investisseurs sur la classe d'actifs par rapport à ces indicateurs qui peut supporter la classe d'actifs. L'inflation va être un point à observer. Globalement, les banques centrales, on voit bien, commencent à essayer d'amortir, d'avoir un effet amortisseur sur l'inflation, notamment par le biais des taux d'intérêt. On espère que ça va entraîner des diminutions à la baisse qui vont pouvoir aider la classe d'actifs. Mais de toute manière, il faut bien voir que certaines sociétés à petite capitalisation opèrent sur des marchés de niche ou des marchés locaux, comme on le précisait tout à l'heure, et ont un pouvoir de fixation des prix. Elles peuvent être en mesure de répercuter les coûts sur les clients, et du coup, sans que cela ait d'impact trop significatif sur la demande. Donc, en relatif, ça peut créer des opportunités, et c'est là où une approche diversifiée, une vraie approche sélective et différenciante va être importante pour identifier encore une fois les bonnes valeurs dans ce contexte-là, pour profiter de ce contexte qui, selon nous, reste potentiellement favorable. D'accord. Alors, Don, est-ce que vous partagez cet optimisme et est-ce que le climat actuel vous a obligé à modifier des choses dans vos portefeuilles récemment? Comme j'ai dit un petit peu au début, je pense que les craintes sur l'Europe sont aujourd'hui beaucoup moins rélevantes que c'était les 6 mois ou 9 mois. Et la volatilité qu'on a vue sur le marché depuis quelques semaines, ça vient pas de l'Europe, ça vient des États-Unis en fait. Et ça vient de certains points de faiblesse de le système bancaire régional américain. Les banques européennes ont traversé leur crise dans le passé, ont été renforcées en capital avec la régulation très très dure. Et je pense que on souffre un petit peu aujourd'hui en Europe de cette contagion qui vient des États-Unis. Je pense que c'est une contagion plutôt financière et boursière et pas forcément une contagion économique. Donc, cette volatilité qu'on a vue sur le marché ces dernières semaines ne remet pas en cause, en fait, la position qu'on a prise depuis le début de l'année de manière très importante. Par contre, je pense que sur les grandes lignes, comment la stratégie qu'on met en place, les choses qu'on fait attention aujourd'hui sur les grandes questions, sur le style de gestion, on est quand même dans un environnement où le taux est volatile. On a eu une hausse de taux important. On est plutôt l'avis que les taux vont rester à un niveau plutôt élevé pendant un moment. Pas forcément, en tout cas, pas revenir au niveau où on a vu cette dernière décennie. Donc, ça parle aussi pour une gestion plutôt équilibrée. Donc, c'est ça qu'on va mettre en place. Pas mettre tous les offres dans le panier croissance ou ni tous les offres dans le panier value. Je pense que c'est dangereux. Sur les questions de cycle, bien sûr, le cycle ne va pas continuer sans fin. On va avoir des à-coups. Mais c'est là aussi important de voir des sociétés qui peuvent traverser le cycle. Pas forcément de sociétés sur une approche sectorielle très défensive, mais sur un business model qui est défensif, qui est résilient. Donc, on aime souvent les sociétés qui sont sanctionnées pour de mauvaises raisons. Donc, pour un portefeuille équilibré qui peut traverser un cycle de manière sereine.
le bilan, c'est important. C'était évoqué, c'est pas uniquement une question de ratio, mais aussi une question de financement. Est-ce que c'est les sociétés comme le portefeuille peuvent se autofinancer ou est-ce qu'ils ont des échéances respectées à court terme qui peuvent être compliquées à respecter? Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait attention. Et le dernier point, c'est ce qu'on a vu, c'est il faut surtout dans une période comme ça, essayer d'éviter le chouchou de la cote, les sociétés, les actions que tout le monde a déjà en portefeuille, qui sont déjà très consensuelles. Donc, ça aide aussi dans des environnements comme ça. Donc, avec cette approche-là sur le bilan, c'est éviter les sociétés très consensuelles. Je pense une position équilibrée au niveau exposition cycle et au niveau style gestion. Je pense que c'est la meilleure manière de pouvoir traverser cette période de volatilité, mais on reste plutôt sereine sur la continuité je pense, le baisse de risque sur le small mid-cap qu'on a vu depuis 6 mois. La répartition chez vous, et on terminera avec vous sur cette... La répartition entre small et mid, c'est quoi sur Archer, par exemple? C'est un fonds de stock picking sur le small et le mid. Je pense le cœur de portefeuille, c'est entre 1 et 7 milliards de capi. Cette poche-là, c'est à peu près 60-70% de le portefeuille. On peut avoir à peu près 15% au moins d'1 milliard et 10 à 15% un peu plus que le 7 milliards. Donc, mais on est plutôt sur le stock picking. Là, si on trouve une belle valeur qui capitalise moins d'1 milliard, on y va, et un peu plus, on y va dessus. Mais on cherche plutôt aux entreprises on cherche plutôt aux entreprises qui peuvent, aujourd'hui, peuvent faire 500 000 capi, mais qui sont potentiellement de 1 milliard plus de capi. On ne va pas chercher dans notre très petite capitalisation. D'accord. Quentin, juste cette répartition small-mid, et puis on verra. Alors nous, donc on a une définition un petit peu différente de DNCA sur la catégorie small mid, mais je crois qu'il y a autant de définitions que de sociétés de gestion. Donc pour nous, une small, c'est jusqu'à 3-4 milliards d'euros de capitalisation. Une mid peut monter jusqu'à environ 15 milliards d'euros de capitalisation. Donc le fonds est évidemment essentiellement investi en petite et moyenne valeur. Donc il y a 90% du fonds qui est investi sur les small mid. On a la possibilité de se diversifier sur une poche de grande capitalisation, donc jusqu'à 15% du portefeuille. Aujourd'hui, c'est 10%. Pourquoi est-ce qu'on a cette poche de diversification? Parce que soit on a identifié une petite valeur qui devient une mid, qui devient une large. Donc évidemment, on est très content parce que ça veut dire qu'on a potentiellement fait gagner beaucoup d'argent et créé beaucoup de valeur pour nos investisseurs. Mais si le cas d'investissement reste attractif, donc il y a toujours de la croissance bénéficiaire en vue, on veut rester investi, mais sans évidemment faire dévier le portefeuille vers uniquement des grandes valeurs. Donc on limite quand même le poids de ces valeurs-là. Et l'autre élément, c'est que comme notre portefeuille se focalise sur des valeurs qu'on appelle leaders, c'est-à-dire des valeurs qui ont soit pas de concurrents cotés en Europe, des parts de marché très élevées dans le monde ou une diversification par rapport à leurs concurrents, que ce soit sectoriel ou géographique, en termes de business model, ça fait que évidemment notre univers d'investissement est relativement restreint et parfois pour bénéficier de certaines thématiques ou certaines tendances, on ne trouve de valeur que dans la catégorie large cap, grande valeur, et donc ça peut être une opportunité pour nous aussi de se diversifier sur ces valeurs. Au global, ce qu'on va retenir, nous, en termes de choix de valeur, c'est vraiment la thématique de la liquidité qui va être en fait la borne basse de notre choix de valeur. Et donc, on n'investira pas en sociétés qui ont moins de 1 million d'euros de liquidité par jour en moyenne, ce qui en fait limite en termes de taille de capitalisation la borne basse à environ 1 milliard d'euros de capitalisation. Parfait. Chez Janus, cette répartition small-mid, vous Oui, avez alors aussi votre... on la pilote de manière, je dirais, comme une conséquence de nos décisions d'investissement, puisque l'idée n'est pas de
d'allouer en fonction des capitalisations. On va plutôt chercher des qualités et on parlait tout à l'heure de valeur de qualité plus que de stock croissance ou value. Je crois que c'est important aujourd'hui de vraiment se positionner sur une forme de qualité de la valeur par rapport à une capacité de financement, d'investissement, une pénétration de marché, une stabilité sur son marché ou un business model qui semble pérenne. Et on essaie de sortir de ça. Malgré tout, on la pilote, on essaye de trouver des valeurs qui sont différenciantes par rapport à ce qui peut être proposé sur les marchés, puisque voilà, les valeurs cachées, comme on évoquait tout à l'heure, présentent souvent de l'intérêt. On a en général 30 à 40% de notre portefeuille qui est quand même en dessous du milliard de capitalisation. Donc, je dirais qu'on est un vrai fonds small cap, mais voilà, c'est une conséquence de notre picking qui va définir cette allocation-là, et c'est le choix des opportunités qui va définir notre portefeuille. Encore une fois, comme on l'a précisé, aujourd'hui, on a un contexte qui est pour nous porteur sur moyen long terme et intéressant pour la classe d'actifs, mais on l'a dit, volatile, soumis à pas mal de turbulences, une classe d'actifs qui peut secouer. Donc, c'est important d'avoir des valeurs de qualité. Je dis de qualité, c'est un vocabulaire un petit peu simple, mais je crois qu'on aura compris par rapport à tous les éléments qui ont été évoqués le type de valeur qu'on voulait évoquer là, au travers de tout le cycle. Donc, on va pouvoir se positionner sur des valeurs en début de cycle, comme si je dois donner quelques exemples, le distributeur HelloFresh, qui est un des plus grands ou un des seuls acteurs mondiaux sur le marché de la livraison des kits repas online, des acteurs qui sont plus matures, plus robustes sur leur marché, comme des FDS sur le service de transport de passagers ou de marchandises, ou des sociétés en transition comme Trigano sur le véhicule de loisirs, qui peut être un des bénéficiaires notamment de la sortie de la crise Covid. Donc vraiment, le picking et l'analyse de la valeur, et je dirais l'utilisation d'experts dans ce domaine-là, qu'ils soient chez Janus Henderson, chez Eleva ou chez DNCA, pour moi, me semble primordial. Si on doit identifier peut-être un thème qu'on identifie comme une source d'opportunités importantes, il y a bien entendu le thème de la transition énergétique en Europe. Je parle vraiment de transition, puisque les tristes événements récents ont accéléré un changement qui était déjà en cours. Et dans ce sens-là, on a pas mal de sociétés de l'univers au sens large des small caps qui sont des maillons importants, des éléments d'une chaîne assez globale de ce nouveau circuit de production et d'alimentation, et ils peuvent tous en bénéficier. Donc, on va avoir Nexans sur les câbles et services de haute tension. On peut avoir Meyer Burger dans cette approche-là qui est spécialisée dans l'énergie solaire en fabriquant des cellules et des modules solaires de haute performance, ou GTT qui est le leader mondial des conteneurs en GNL, en gaz naturel liquéfié. Donc, on a toute une chaîne où on a des acteurs intermédiaires qui peuvent profiter de ces éléments-là. Donc, on a ce type de thématique qui est intéressante, mais encore une fois, l'analyse fondamentale de la qualité de la société va être clé pour choisir les bons acteurs et éviter les mauvais, j'ai envie de dire, pendant cette période-là. Parfait. Bah, écoutez, on est parfaitement dans le timing. Si je comprends bien et si je résume, on est sans doute dans un creux. Il faut sans doute repenser son allocation d'actifs avec un peu de diversification et des small et mid cap. Donc, messieurs, je vous remercie et puis rendez-vous peut-être dans quelques mois pour refaire le point. À bientôt. Merci.